Les coups d'État en Afrique semblent surgir de nulle part. Un climat calme, des élections en vue, et soudain, tout bascule. Mais si le vrai champ de bataille n'était plus seulement militaire, mais informationnel? Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus des armes. Fake news, désinformation, manipulation de l'opinion. Une véritable guerre silencieuse oppose communautés, États et puissances étrangères. Du Mali au Niger, du Burkina Faso au Bénin, aucun pays n'est épargné. Dans cette vidéo, nous allons décoder cette guerre invisible qui fragilise les États africains. Like et abonne-toi si tu veux comprendre les enjeux réels derrière l'actualité africaine. Professeur ? Oui, vous savez, sur cette question, les militaires sont imprévisibles. Même là où on pense que tout va bien, ils peuvent vous surprendre par des arguments parce qu'ils ont la force des armes. Quand vous prenez le cas du Niger, on a vu que c'est juste le chef d'état-major qui était en front avec le président qui décide de faire un coup d'État. Quand vous prenez le cas du Mali, il y a de cela quelques années, on était à quelques mois des élections et les militaires sont à Paris. Donc, il peut y avoir un climat serein dans un pays. Ça n'exclut pas que les militaires puissent se lever à un moment donné, faire n'importe quoi, parce qu'ils ont l'impression que c'est devenu un effet de mode. Et quand ils voient que ça réussit au Burkina, au Mali, au Niger, ils se disent mais pourquoi pas nous également? Un des éléments qui montre cette concurrence ou cette fracture, c'est la lutte féroce sur les réseaux sociaux, une véritable guerre informationnelle à coup de fake news. À qui est-ce qu'il faut attribuer ce type d'attaque, Gabriel ? C'est une question qui est complexe à répondre, dans le sens où jusqu'à présent, les États essayent de se prémunir de tel ou tel qualificatif qu'on pourrait leur accorder. Ce qu'on observe, c'est surtout que ça participe à une fragmentation des liens que les communautés peuvent avoir entre elles en suivant ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de défiance vis-à-vis des Burkinabés, vis-à-vis des Ivoiriens, et vice-versa par exemple. Et je pourrais y répondre de cette façon. Monsieur Agbon, est-ce que ce phénomène est aussi beaucoup développé chez vous? La désinformation? Oui, les fake news, les attaques informationnelles. Oui, dans un monde globalisé, ça n'épargne aucun espace, aucun pays. Et par rapport à la question à qui on peut imputer ou relier cet activisme de la désinformation, je pense qu'il faut observer le profil des acteurs. Et le profil des acteurs nous permet nous donne une piste. On a observé que dans le contexte actuel, la plupart des comptes, la plupart des figures qu'on a vues sur les réseaux sociaux numériques et qui se sont montrés enthousiasmés par rapport à ce qui frappait en grippe le Bénin, sont liés à l'AES. Toutefois, cela n'est pas assez déterminant pour conclure qu'ils ont reçu un ordre, un appui des chefs d'État de l'AES. Cela peut relever simplement d'un zèle. Et aucun pays, aucun dirigeant n'est épargné. Quand vous êtes un dirigeant, un leader, vous avez des admirateurs comme vous avez des contempteurs. Et vos admirateurs font des choses dans votre dos que vous ne maîtrisez pas ou dont vous n'êtes forcément pas au courant. Donc au Bénin, effectivement, la question de la désinformation, de la malinformation, l'infobie, tout ça se pose également chez nous. Et ça pose un challenge, un défi colossal pour nous les médias. Parce que vous savez, moi j'étais au nord du pays quand la situation du coup d'État manqué, les premières briques me sont parvenues et j'ai appelé, j'ai contacté des personnes ressources que je connaissais, mais toutes les informations que moi j'ai publiées et qui n'allaient pas dans le sens de la réussite de cette tentative-là étaient contestées. Ils étaient traités de pro-talents, de menteurs, de ceci, vous voyez, donc c'est une guerre des clans. Et la guerre aujourd'hui n'est plus conventionnelle. Ce n'est plus comme avant où la France va affronter je ne sais pas quel pays. Non. Aujourd'hui, la guerre aussi s'est déportée sur le champ informationnel. Alors, et tous les pays en font les frais. Professeur, est-ce que cette guerre informationnelle, très bien décrite par notre confrère au Bénin, est-ce que, à votre sens, elle est la poursuite sur un autre théâtre, celui du continent africain, de la tension exacerbée en Europe créée par la guerre en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine. Et donc la tension entre l'Europe et la Russie, qui se poursuivrait, on va dire, sur un champ différent du théâtre des opérations même. Tout à l'heure, j'avais parlé d'une guerre froide entre l'AES et la CEDEAO. Cette guerre froide également existe entre la Russie et les pays européens. Aujourd'hui, la Russie est au Burkina, est au Mali, est au Niger. Ce n'est pas du tout du goût des Occidentaux. Et dans cette guerre informationnelle, que j'appelle pour moi la guerre des souverainistes, parce que
l'AES, pour eux, aujourd'hui, il faut que l'Afrique soit souveraine, encore que dans la notion de souveraineté, j'ai vraiment beaucoup de choses à dire. Donc, oui, il y a un aspect de cette conflictualité entre les pays européens, américains et la Russie, mais je ne cache pas surtout le fait que les pays de l'AES souhaitent aujourd'hui voir leur modèle fait tache d'huile, des coups d'État, avec des chefs d'État qui vont prendre des slogans comme la souveraineté, comme également aujourd'hui un moyen de se détacher de la France et des pays européens. Vous êtes professeur de relations internationales, mais vous êtes aussi historien des relations internationales. Et ce que vous me dites m'évoque finalement un petit peu ce qui se passait pendant la guerre froide. Absolument. Et donc on se dit que le monde a changé, énormément changé, complètement changé, mais en réalité, rien n'a changé sur le mode de fonctionnement, puisque pendant la guerre froide, on voit bien que la guerre du Vietnam, certaines interventions en Amérique du Sud, en Asie, etc., étaient la conséquence du conflit entre les États-Unis et l'URSS sur d'autres théâtres. Absolument. En histoire, on a pour habitude de dire qu'il n'y a rien de nouveau. C'est les acteurs qui changent, c'est les dates qui changent, et c'est là que c'est l'histoire. Pour moi, nos hommes d'État qui sont à la tête de nos pays devaient pouvoir se servir de l'histoire, comprendre que les relations internationales, c'est un jeu d'intérêt et de puissance. Quel que soit le pays qui est avec vous, il est là pour ses intérêts. Malheureusement, on ne tire pas toujours les leçons du passé. Et cette guerre froide-là a pris notre coloration aujourd'hui et est revenue donc, sur le territoire africain avec nos États, nos chefs d'État, ou une catégorie de chefs d'État qui sont inclus dans cette logique de guerre froide et qui pensent que ce qui est bon aujourd'hui pour pouvoir... Un mode opératoire modernisé par les nouvelles technologies, mais en réalité qui est la même chose. Qui a toujours existé. Ouais. Qui a toujours existé, la désinformation. Essayer de modifier l'opinion nationale, à préparer l'opinion nationale à des changements, à des révolutions, pour qu'elle adhère donc à l'arrivée des nouveaux dirigeants. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, je ne sais pas. Je reviens vers vous. Cette question, si vous permettez, j'aimerais réagir par rapport à cette question. J'allais venir vers vous, donc allez-y. L'un des défis, des problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est que l'Afrique n'est pas africaine. L'Afrique n'est pas elle-même. L'Afrique est française, l'Afrique est russe, l'Afrique est chinoise, l'Afrique est tout ce que vous voulez. Et la conséquence immédiate, c'est l'absence d'une souveraineté narrative. Et même dans les médias africains, vous allez constater, quand RFI dit putschiste, tous les médias qui sont alliés, parce que nous sommes finalement contraints à un alignement géopolitique. Donc tous les médias qui se retrouvent dans ce camp français en griffe vont répéter en écho putschiste. Quand RFI dit dictateur nord-coréen, voilà, nous-mêmes nous allons répéter le même narratif. Donc aujourd'hui, il y a effectivement, comme l'a dit le professeur, nous sommes pris au piège dans cette guerre des intérêts, dans cette guerre géopolitique. L'histoire nous l'a montré, ce ne sont pas toujours les armes qui gagnent les guerres, mais les récits. Aujourd'hui, l'Afrique est prise entre plusieurs narrations qui ne sont pas toujours les siennes. La vraie question est donc simple. Qui parle au nom de l'Afrique et dans quel intérêt? Dis-le-moi en commentaire et partage cette vidéo si tu penses que l'Afrique doit reprendre le contrôle de son récit.